Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler intelligence collective, co-construction, responsabilisation et autonomie. Et pour ça, on va découvrir un modèle de gouvernance qui est différent des autres, l'holacratie. Jingle. Alors pour introduire l'holacratie, on va d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, revenir sur un acronyme que j'utilise effectivement très souvent. Je vais encore parler de VUCA. Ça, oui, effectivement, à la question est-ce que je vais parler de VUCA, la réponse est bien oui. Et du coup, on revient rapidement sur ce que ça veut dire. C'est un acronyme qui vient du monde militaire, qui en gros explique le caractère volatile, qui caractérise la nature imprévisible du changement, incertain, qui engage effectivement le concept d'imprévisibilité des événements et des problèmes, de complexe, l'ensemble des problématiques, des situations qu'on a à gérer dans le monde de l'entreprise sont de plus en plus complexes et les relations entre les causes et les effets deviennent de plus en plus complexes, elles aussi, à identifier. Et enfin, le A, qui veut dire ambiguïté. Et c'est le malentendu potentiel qu'il peut y avoir entre les résultantes de messages contradictoires. Donc, une fois qu'on a vu cet aspect VUCA, on va commencer à essayer de regarder aussi les choses en se disant, finalement, nos entreprises, nos organisations, les structures dans lesquelles on travaille, elles sont toutes régies par des systèmes hiérarchiques organiques. Donc si on prend un groupe de personnes, effectivement, j'ai toutes ces personnes qui sont au sein d'une organisation, le premier réflexe, effectivement, c'est de revenir sur ces principes organiques et on va effectivement mettre en place une structure avec un grand chef avec plein de plumes, des chefs à deux plumes, et puis chacun de ces chefs à deux plumes potentiellement peut avoir eux aussi avoir des sous ou des responsables. Alors effectivement, je le dis en plaisantant, mais donc effectivement, on peut avoir un directeur général ou un directeur de département qui va avoir un ensemble de responsables de pôle, et puis ces responsables de pôle peuvent être aussi découpés en unités avec des responsables d'unités. La réalité, c'est que de toute façon, le facteur humain va venir percuter ce modèle organique. Potentiellement, il peut y avoir de la perception d'injustice entre un responsable d'unité qui considère qu'il a plus de personnes qu'un responsable de pôle et que malgré tout, il n'est pas au même niveau de classification, au même niveau de rémunération. Et puis, on peut envisager ça un peu comme effectivement un peu du concours de taille d'équipe, mais il y a ce genre de phénomène. C'est pas tout. On va aussi avoir le côté parfaitement humain, la relation humaine dans toutes ses dimensions qui peut venir percuter un petit peu ce modèle organique. Il peut y avoir effectivement des liens entre différents responsables à différents niveaux, mais aussi entre des personnes dans les entités qui forcément vont venir fausser la mécanique soi-disant bien huilée du modèle organique et du modèle hiérarchique. C'est pas fini. Effectivement, on peut aussi avoir des influences extérieures. On peut avoir des jalousies dans les équipes. On peut avoir l'aspect humain, une promesse qui a été faite qui va pas être tenue sur un plan de carrière, de la rivalité entre plusieurs personnes qui effectivement revendiquent des postes similaires. Et puis après, il y a des choses encore plus informelles. Il peut y avoir des gens qui ont des accords secrets. Il y a des gens une personne d'une équipe d'un des chefs qui travaille, qui joue au golf avec le responsable de l'équipe du dessus, ce qui fait qu'il va avoir un canal de communication qui va être différent, potentiellement des bypass qui peuvent se construire. Il peut y avoir simplement des groupes d'influence qui se font au regard des activités qu'on fait le midi. On peut avoir des cercles d'influence. Alors là, pour rigoler, j'ai parlé du cercle des adorateurs du langage Lisp, mais ça peut être effectivement énormément de facteurs qui vont venir finalement casser l'efficacité du modèle organique. Du coup, qu'est-ce qu'on voit au final comme problématique de fond? C'est qu'effectivement, la responsabilité est elle aussi organique et hiérarchique. Et que du coup, ça ne fonctionne que si cette responsabilité est acceptée et si la capacité de s'affirmer en tant que leader sur un sujet est respectée. Et là, on va parler des problématiques de compétences, des problématiques de leadership, qui effectivement vont rendre le modèle plus complexe. Et le gros problème qu'on a aussi avec ce problème,
et on le verra hein, sur le reste de la vidéo, c'est qu'effectivement, ça ne laisse que finalement peu de place à l'énergie collective, à l'intelligence collective, parce qu'on est sur un système qui est strictement descendant et strictement hiérarchique. On reçoit le travail et on exécute le travail. Et finalement, la capacité d'avoir du feedback, la capacité d'avoir une réflexion collective, un apport d'intelligence collective sur le sujet devient excessivement compliqué. Et si on regarde les choses, effectivement, plus on descend dans les couches et ainsi de suite, plus on a finalement un défaut de perception réelle des objectifs, de l'axe stratégique de l'entreprise. Et donc, plus on est bas dans l'organigramme, moins on a de visibilité et moins finalement on est impliqué dans l'action de l'organisme ou de la société. Alors, on en vient au fait. L'holacratie, qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient le terme? Donc ce terme, il est apparu entre les années 2001 et 2006 et dans une entreprise qui s'appelle Ternary Software, qui était dirigée par Brian Robertson. Et effectivement, il a voulu proposer un modèle qui permet la distribution du pouvoir sur un groupe d'individus sans forcément parler de dépendance hiérarchique entre les individus. Le terme lui-même, holacratie, il est plus vieux. Il vient d'un terme introduit dans le livre Le cheval dans la locomotive de Arthur Koestler. Et ce terme, c'est le terme d'holarchie. Et donc, les holarchies sont constituées d'holons. Donc, une holarchie, c'est un terme qui est d'origine grecque. Hein, et le terme holon veut dire le tout et la partie d'un tout. Donc effectivement, on va voir que c'est une structure complexe dans laquelle chaque élément, chaque holon, est un élément autonome intégré dans une structure plus globale et elle-même potentiellement inscrite dans une structure encore plus globale. Mais il y a une notion vraiment importante d'autonomie et de sous-système. Ce terme d'holacratie, il est souvent comparé à un terme qui est encore plus ancien, qui s'appelle la socio... et le concept associé de sociocratie, où effectivement on est aussi sur des principes et sur des aspects d'auto-organisation. Donc effectivement, l'holacratie, c'est un système qui est non hiérarchique. On va voir, on appelle ça un système circulaire, dans lequel le pouvoir va être distribué sur un cercle de personnes et la responsabilité de chacun des sujets à traiter sera de la responsabilité de ces personnes. Et on va voir qu'on va même faire une abstraction sur la notion de personne. Donc, pour aller encore plus loin, l'holacratie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un système de gouvernance dans lequel le pouvoir est réparti sur des rôles. Alors, la notion de rôle, je vais revenir dessus parce qu'elle est vraiment importante quand on parle d'holacratie. Et du coup, c'est en opposition à un système hiérarchique d'individus. Donc effectivement, le rôle est une abstraction de l'individu, et on est sur un système réparti, où le pouvoir est distribué, plutôt qu'un système hiérarchique. C'est une approche agile, ça s'inscrit dans la démarche d'agilité dans l'entreprise, et cette agilité avec l'objectif d'autonomie, de préemption du travail et d'intelligence collective. C'est un ensemble de concepts. L'holacratie, c'est donc effectivement quelque chose de structuré. C'est pas un principe et uniquement un principe, c'est un concept structuré avec des principes associés, des rituels, un formalisme des rituels, des différentes réunions. Et au final, ça offre un cadre qui se veut plus inclusif, et on essaiera de le démontrer face aux enjeux de la gouvernance. Donc, les maîtres mots qui sont cachés derrière, c'est décentralisation, agilité et transparence. Et on est effectivement face à un processus de gouvernance, c'est-à-dire un processus à appliquer pour diriger une structure organique, une direction, une entité, une entreprise. Et effectivement, ça peut aller jusqu'à l'échelle de l'entreprise parce que c'est quelque chose qui va être concentrique. On aura des différents... les rôles peuvent être eux-mêmes des sous-ensembles, et dans ces sous-ensembles, il peut y avoir des rôles, et ainsi de suite. Et potentiellement, ça peut s'appliquer à une entreprise comme à une simple entité. Donc, quels sont les objectifs qui sont cachés derrière les principes de l'holacratie? Le premier, c'est une recherche de flexibilité. C'est la capacité à répondre à ce qu'on a vu au tout début de la présentation. C'est une réponse au cadre VUCA de ce qu'on côtoie au quotidien dans une entreprise et des enjeux de l'entreprise. Donc c'est une volonté d'avoir une adaptation rapide au changement. Le deuxième objectif,
c'est un objectif d'autonomie. C'est fabriquer de l'autonomie ou renforcer l'autonomie par la responsabilisation des employés. Les faire sortir d'un principe passif de réception du travail à les transformer comme des acteurs dynamiques et autonomes sur les actions à réaliser. Ensuite, ça passe par de la transparence. Pour être capable de responsabiliser ses employés, il faut expliquer, il faut accepter de rendre plus visible et plus globale la stratégie de l'entreprise et le détail même de cette stratégie. Donc effectivement, on va voir que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, l'holacratie, parce que ça demande une transformation des habitudes et des mindsets, y compris dans les couches dirigeantes. Mais du coup, l'objectif, c'est d'apporter de la clarté pour définir des rôles et fabriquer les responsabilités, les redevabilités, on verra le terme tel qu'on l'utilise dans l'holacratie, de chacun de ces rôles. C'est un cadre d'innovation, c'est-à-dire en augmentant l'énergie collective, l'intelligence collective, on a effectivement une volonté d'accroître l'innovation et d'encourager la créativité et l'initiative personnelle. Ensuite, c'est une volonté de réduire, et c'était un petit peu l'objectif de mon slide humoristique avec l'ensemble de toute la cartographie et le filtre sur la cartographie hiérarchique d'une entreprise, de réduire les conflits hiérarchiques, parce qu'effectivement, du coup, il y a moins de pouvoir concentré, mais surtout ce pouvoir implique, je vais pas me la faire à la Spider-Man, mais à grand pouvoir, grande responsabilité, mais même à petit pouvoir ou répartition du pouvoir, répartition de la responsabilité. Donc on ne peut plus être dans une posture c'est pas mon problème. L'objectif c'est vraiment de responsabiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise et ça a un objectif aussi in fine de réduire les conflits hiérarchiques. Alors, l'holacratie agile, alors oui, on va le voir, parce qu'effectivement, si on regarde un principe hiérarchique, une approche linéaire et hiérarchique, on a une stratégie d'entreprise. Cette stratégie, elle est maîtrisée, perçue, connue des plus hauts niveaux d'hiérarchie. Cette hiérarchie la décline localement, et elle la décline souvent sous forme de projets. Ces projets sont intégrés dans une structure hiérarchique, eux aussi, et au final, l'humain est en bas de la chaîne. Et donc la capacité à avoir à construire des mécanismes inclusifs, on les a pas. Et en plus, on est sur une approche linéaire. Et c'est ce qu'on va essayer justement de comparer, cette fois-ci avec l'approche itérative qui est proposée par l'holacratie, de se dire, oui, on a la nécessité d'avoir une stratégie, de construire une stratégie. Ça disparaîtra jamais. Une entreprise, si elle veut effectivement produire quelque chose, dégager de la valeur, elle doit construire une stratégie. Par contre, effectivement, on va utiliser cette fois-ci une holarchie, quelque chose de beaucoup plus horizontal pour essayer de mettre en œuvre cette stratégie par l'implication et par la responsabilisation. Et effectivement, on va voir qu'il y a un petit mécanisme qui remet l'humain plus haut dans cette chaîne, dans cette mécanique de valeur, mais qui effectivement va lui aussi lui apporter quelque chose qui va lui permettre de se protéger aussi, c'est cette notion de rôle. Et au final, on a une approche itérative qui a pour objectif à la fois de se transformer, d'adapter l'organisation, mais d'exécuter des actions au profit d'une réalisation, et cette réalisation est au profit de la valeur dans le cadre de la stratégie. On va voir qu'il y a du vocabulaire et qu'il y a des concepts attachés à l'ensemble de cette mécanique. Alors, justement, ces concepts. On en a un peu parlé. Le premier concept qui est au cœur de l'holacratie, c'est la notion de rôle. Donc un rôle, c'est une personne on va parler d'entité organisationnelle parce qu'elle peut inclure plusieurs personnes. Cette fois-ci, on parlera de cercle lorsque le rôle intègre lui aussi des sous-structures organisationnelles qui peuvent être à la fois des cercles, des sous-cercles, mais aussi et finalement des personnes, mais des personnes identifiés comme des rôles. Et ce rôle, c'est une abstraction de la personne qui évite de pointer du doigt. On reviendra sur ce sujet-là. Donc une fois qu'on a ce rôle, il va falloir effectivement essayer de se dire finalement, et c'est un petit peu la déclinaison de la stratégie, pourquoi travaillons-nous ? Pourquoi œuvrons-nous au profit d'une stratégie ? Quelle est notre raison d'être ? Quel est le but que l'on a à atteindre et que chacun des rôles va devoir poursuivre au nom de l'organisation ? Cette raison d'être, on va voir que c'est un exercice qui doit être mis en place dès la construction des cercles d'holacratie, de la structure de gouvernance holacratique. On le verra un peu plus tard.
Et finalement, bah, cette raison d'être va matérialiser des redevabilités et permettre de définir les rôles qui vont intégrer ces redevabilités, ces responsabilités au profit de la raison d'être. Donc il faut vraiment comprendre que les rôles et les redevabilités sont au profit de l'organisation et au travers d'elle définie sur les principes de sa raison d'être, et qu'il va effectivement falloir que chacun des rôles construise sa vision des redevabilités et la confronte avec le collectif. Et pour pouvoir faire en sorte que finalement l'autonomie soit possible, il va falloir effectivement qu'en permanence, chaque personne qui ne peut plus répondre à ses redevabilités dans l'exercice courant de cette gouvernance, affirme des tensions, expose des tensions. Et alors une tension, ça ne veut pas dire qu'il se sent mal humainement ou presque physiquement. C'est simplement l'expression de la différence entre ce qui est et ce qui doit être. Donc dès qu'on s'éloigne de l'objectif à atteindre, ça veut dire qu'en gros, imaginez, vous avez deux chemins qui s'écartent, et effectivement, bah, ça fabrique une tension entre ces deux chemins. Plus ça va, plus vous tirez les chemins de façon séparée, ou les branches de façon différée, vous créez une tension entre ces deux branches. L'holacratie, bah, le terme de tension, c'est exactement ça. Et l'objectif qu'on va avoir, ça va pas être dans les instances, dans les cérémonies, les réunions qu'on va mettre en place de façon hebdomadaire. On verra le principe de la réunion de triage. L'objectif ne va pas être de proposer une réponse globale, essayer de trouver une solution complète à une problématique, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans un environnement VUCA. L'objectif va être de fournir ce qu'on appelle des next steps, le point d'après, la solution qui permet de continuer à travailler, pas la solution à un problème que finalement on n'est peut-être pas capable d'estimer parce que les choses sont volatiles. On verra qu'en holacratie et dans la façon dont elle est mise en œuvre, on distingue deux types de tensions. Les tensions qui sont des tensions opérationnelles, liées au fonctionnement quotidien, celles que j'ai un peu plus détaillées, mais on parle aussi de tensions de gouvernance. Dès qu'on sent que l'organisation elle-même, les rôles qu'on a fabriqués, les redevabilités qu'on a associées à ces rôles ne sont plus en adéquation avec les enjeux et finalement avec la raison d'être. Alors, si on regarde les choses différemment, ça veut dire qu'on a une vision un peu circulaire de distribution circulaire de la responsabilité, où on définit des rôles au sein de cercles, et que ces cercles peuvent avoir des sous-cercles, et que potentiellement il peut se fabriquer des tensions peut-être externes au cercle et à la totalité même de l'organisation, mais il peut y avoir des tensions entre les rôles, et il va falloir que les rôles apprennent à s'organiser pour pouvoir continuer à mettre en œuvre et à respecter leur redevabilité au profit de l'organisation et de ce qu'elle a défini dans sa raison d'être. Alors, quels sont les facteurs de réussite pour définir si on part sur une holacratie et qu'on décide de mettre en place ce mode de gouvernance, comment on va mesurer si effectivement les résultats sont positifs? Bah, le but du jeu, ça va être effectivement la capacité à bien matérialiser sa raison d'être et de travailler à l'alignement collectif, à la transparence et au partage. On va voir que c'est probablement le facteur le plus difficile à mettre en place. Difficile parce qu'il y a énormément d'historique de la vision organique, hiérarchique de la gouvernance dans une entreprise, et même les systèmes d'éducation continuent à la promulguer. Le système les systèmes scolaires sont encore faits actuellement pour favoriser finalement le fait que quand on a le parcours scolaire qui va bien, quand on a le niveau d'études, le groupe d'influence scolaire qui va bien, ça risque d'être des freins finalement à une transparence et à un partage, parce qu'on va rester enfermé et on va considérer que comme j'ai obtenu le diplôme qui va bien, je suis de facto, et peut-être pas à raison, légitime pour porter la responsabilité. Et que je suis forcément plus à même de porter la responsabilité. Alors même peut-être qu'il manque le facteur terrain, la connaissance empirique du terrain et l'expérience de l'acquis de la durée d'exercice de l'activité. Alors ensuite, un des facteurs de réussite, ça va être de bien définir les rôles, bien définir les redevabilités attachées à ces rôles, et donc de fabriquer de la clarté. Il va falloir effectivement s'assurer que tout ce qu'on fabrique, en termes de construction de rôles et de redevabilité, va bien être au profit de la raison d'être. C'est un exercice qui lui aussi est difficile. Parce qu'effectivement,
il ne faut pas se tromper. Le rôle va effectivement être autonome sur ce qu'il a à réaliser. Donc si c'est pas en alignement avec la raison d'être, et si c'est pas clair dans l'énoncé, on a un gros problème. Par contre, c'est pas irrévocable. Parce que, on l'a vu, une gouvernance holacratique, c'est un processus agile, et comme tout processus agile, il est itératif, mais pas uniquement sur sa réalisation, mais aussi sur sa structuration et son organisation. On verra un certain nombre de réunions qui permettent de challenger les rôles, de challenger les redevabilités. C'est le caractère adaptatif nécessaire à répondre aux enjeux VUCA. Encore une fois, hein, un point hyper important aussi, j'ai passé beaucoup de temps pour dire qu'il fallait un changement de mindset sur les personnes dirigeantes, mais il y a aussi un énorme changement de mindset à opérer sur les personnes plutôt réalisantes, de sortir de cette notion d'exécutant, je fais ce qu'on m'a dit de faire, je suis les directives de mon chef, à quelque chose de beaucoup plus préemptif, proactif, dynamique et autonome, et l'intégration de rôles. Définir son rôle comme quelque chose d'autonome dans le cadre d'un cercle et qui est en mesure de s'auto-organiser. Et pas forcément en respectant le relief hiérarchique défini dans l'entreprise. Vous trompez pas, hein. Mettre en place l'holacratie, ça n'est pas le déni du management, mais c'est une façon de réenvisager le management de façon différente, et on y reviendra. L'ancien paradigme, quand on est dans la vision un petit peu de l'exécutant, hein, c'est de se dire je rapporte à qui qui est mon chef et à qui je rapporte et à qui je dois des comptes. Et cette fois-ci, le but c'est de se dire qu'on ne doit pas des comptes à un individu, on doit des comptes dans un rôle donné, au regard de ses redevabilités, à l'entreprise, à l'objectif global de l'entreprise. Alors, maintenant, effectivement, on vient d'en parler, hein, il y a un gros enjeu autour de la délégation, c'est-à-dire le fait de sortir du principe manager-chef, c'est-à-dire celui qui donne la direction, qui dirige, qui impose, à lead. Et lead, c'est là où c'est compliqué aussi, peut-être que ça ne se proclame pas, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette aptitude d'emmener les gens, de faire de l'empowerment, qui a cette nature de leader et de leader reconnu, et qui va en plus effectivement devoir faire en sorte que les autres soient capables de se démontrer et de démontrer leur capacité d'autonomie. Et donc effectivement, on va parler de lead dans une responsabilité aussi de coaching de l'équipe, de capacité à faire produire à la majorité des gens, au maximum de gens, le maximum de ce qu'ils peuvent produire dans un maximum d'autonomie. Enfin, le dernier point, c'est la capacité à bien intégrer la logique test and learn, c'est-à-dire aller au bout de l'agilité, redevenir pragmatique et travailler sur cette mécanique de tension et de next step attaché à ces tensions. On va y revenir un petit peu après. Alors, construire les rôles et le cercle, c'est-à-dire maintenant, voilà, je vous ai montré les principes, je vous ai montré l'intérêt, le but c'est de se dire comment on fait pour partir, transformer un petit peu sa façon de gérer la gouvernance. Alors ça peut, dans un premier temps, se dire, on fait ça au sein d'un comité de direction, d'une entité, et on se dit finalement, on va s'essayer à l'holacratie. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? La première étape, ça va être de fabriquer la raison d'être. Alors fabriquer la raison d'être, ça veut dire on connaît sa stratégie, on connaît son entreprise, on sait ce qu'elle a à faire. Il va falloir trouver une formulation qui soit reconnue et considérée comme inclusive pour l'ensemble des éléments de l'entité sur laquelle on veut mettre en place un cercle de gouvernance de type holacratique. Ça se fait par du brainstorming. Un brainstorming individuel sur lequel chacun va proposer sa formulation de la raison d'être, et puis après un travail de mise en commun pour finalement trouver le consensus collectif. Je vais beaucoup parler de consensus et on ira encore plus loin sur les principes de consentement, de processus par consentement. De trouver un consensus collectif sur la définition de la raison d'être. Une fois qu'on a cette raison d'être, il va falloir effectivement nommer des acteurs qui vont être au quotidien de l'action de la gouvernance holacratique. Et on entend les termes régulièrement de facilitateur, c'est la personne qui va être un peu l'organisateur des réunions, et de secrétaire, celui qui va devoir garder le registre et construire le registre des rôles et redevabilités. Il n'a pas que cette responsabilité, on en verra d'autres, hein, typiquement dans ce qu'on va voir, les réunions de gouvernance, hein, où on va remettre en cause les rôles, les cercles et les redevabilités, dans le cadre de la préparation de ces événements-là.
Identifier les rôles. Alors là, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, construire un cercle de holacratique, un cercle de gouvernance holacratique, ça doit se faire, c'est beaucoup mieux de le faire en physique, c'est beaucoup mieux de le faire sous forme de workshop, c'est-à-dire dès le début d'être dans une démarche d'intelligence collective et de construction collective. Et fabriquer la raison d'être, bah, faut y accorder quand même au moins, je pense, une bonne heure de travail. Nommer les acteurs pour que ça se fasse correctement, il faut effectivement au moins une heure, et puis on verra, il y a une façon de faire. Ça se fait par le vote libre, hein. Effectivement, tout le monde peut voter pour n'importe quelle personne, elle est en droit de refuser le rôle. On verra qu'il y a des petites... il y a des choses importantes, hein, sur la notion de facilitateur et de secrétaire. Un facilitateur, ça doit être calme, hein. Moi, je n'ai pas le profil d'un facilitateur parce que je suis plutôt quelqu'un de un peu plus, voilà, prompt à parler. Et l'un des intérêts aussi, vous le verrez, hein, de la gouvernance holacratique, c'est que ça va permettre à tous d'avoir... les réunions sont faites pour permettre à tous d'avoir un temps dédié de communication. Et le but, par contre, leur défi, à ces personnes qui sont plus en retrait, ça va être de se créer la dynamique pour jouer le jeu de la gouvernance holacratique. Alors, on en était à identifier les rôles. Donc le rôle, il a, et ça on trouve ça quelles que soient les déclinaisons, hein, des modes de gouvernance holacratique, il a un but, à quoi sert le rôle, il a un périmètre avec qui j'agis, pourquoi j'agis, sur quoi j'agis et avec qui j'agis. Et ça, il faut essayer de le définir de la façon la plus explicite possible, le périmètre. Et puis enfin, peut-être encore plus précis, les redevabilités. Elles doivent être non ambiguës, elles doivent être le plus atomiques possible, et elles doivent être limitées. Il ne faut pas qu'un rôle ait des dizaines de responsabilités. Il faut effectivement plutôt se cibler sur qu'est-ce qui produit le plus de valeur et quelles sont les vraies redevabilités racines, on va dire. Et ça va... L'objectif va être de fabriquer des fiches de rôle. Et puis encore une fois, hein, ça doit être fait par du workshop, avec de la mise en commun, avec du travail collectif. Donc c'est un travail des rôles en eux-mêmes, donc le rôle en tant qu'individu ou en tant que sous-structure et cercle potentiel, et proposé de façon collective au cercle sur lequel on identifie le rôle. Donc ensuite, il va falloir effectivement, mais je pense que les choses vont se faire un petit peu de façon un peu parallèle, identifier les porteurs des rôles. Et ça doit s'envisager pas de façon directive. Ça doit s'envisager par l'initiative. C'est une personne qui se porte candidat sur un rôle. Et puis effectivement, par contre, si jamais il y a des collisions, là on recherche encore une fois le consensus. Derrière l'holacratie, le principe même de l'accord collectif est indispensable. Donc on va tout le temps travailler par le consensus. Pour finir, il va falloir effectivement, c'est pas systématique, c'est pas obligatoire, on va voir que c'est conseillé de fabriquer ce qu'on appelle des indicateurs de contrôle, c'est-à-dire un ensemble de questions fermées. Est-ce que les gens dans le groupe qui constitue l'entité qu'on veut gouverner vont bien, et puis des choses qui sont plus du domaine de la métrique. Est-ce qu'on a un certain nombre de... Ce que dans l'entreprise, on appelle ça des KPI, hein, des indicateurs clés de performance. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent servir pour effectivement permettre un petit peu d'estimer le bon fonctionnement de la structure opérationnelle et donc qui vont être utilisés à chaque réunion de triage, je vais y revenir juste après, hein, sur la réunion de triage, pour identifier de façon claire les éventuelles tensions, et finalement on va voir, ça va servir à préparer, à annoncer l'exposé d'une tension en réunion de triage. Donc si on regarde notre cercle, on a donc effectivement un lead, hein, la personne qui va être un petit peu le chef d'orchestre, enfin le garant de l'adéquation avec la stratégie. On a le facilitateur qui est l'animateur des différentes instances de gouvernance, le secrétaire, on a vu effectivement, hein, qui est là pour justement peut-être collecter systématiquement les indicateurs de contrôle et tenir à jour les fiches de rôle, préparer les réunions de gouvernance. Et je ne les ai pas encore décrits, on y viendra juste après. Et puis enfin, tous les rôles qu'on a fabriqués. Donc, on rentre dans le vif du sujet, maintenant on va regarder les fameuses cérémonies de l'holacratie. Donc, les acteurs obligatoires, on l'a vu, facilitateur qui doit être calme, posé,
empathique, à l'écoute, mais aussi autoritaire. Parce qu'effectivement, c'est lui qui va devoir faire respecter le séquencement précis des cérémonies de l'holacratie. Et puis on a un secrétaire qui, lui, doit être synthétique, organisé, mais aussi quelqu'un qui est à l'écoute. Donc, encore une fois, hein, vous devez les élire. Hein. Ils doivent effectivement accepter de porter le rôle, mais aussi, ce que j'ai peut-être pas dit, j'avais écrit tout à l'heure, faites tourner ces rôles. C'est des rôles qui, effectivement, c'est une responsabilité hebdomadaire pour le facilitateur, peut-être un peu moins pour le secrétaire, enfin si, au moins pour tout ce qui est reporting. Donc faites tourner les rôles. Alors, si on regarde la responsabilité du facilitateur, il a la responsabilité très importante de maintenir le processus et le processus de gouvernance, mais aussi le processus de discussion, c'est-à-dire garantir que chaque réunion, que ce soit de triage ou de gouvernance, va fonctionner selon les règles définies qu'on verra juste après. C'est lui qui explique le processus, s'il y a des changements de rôle, s'il y a des intégrations de nouveaux rôles, donc de nouvelles personnes attachées à ces rôles, c'est lui qui est là pour expliquer et qui gère le rythme, le bon fonctionnement de la réunion, parce qu'il maîtrise parfaitement le processus des cérémonies d'une holacratie. C'est pas un arbitre, il n'a pas de poids supplémentaire, il est là simplement pour que l'ensemble des personnes qui veulent, qui doivent s'exprimer sur un sujet, puissent s'exprimer, et que on soit toujours dans la recherche du consensus. Et forcément, il n'a pas besoin de tout comprendre non plus. C'est pas parce qu'il est très loin du sujet spécifique d'une tension entre deux rôles, par exemple, ou d'une tension d'un point de vue plus global, qu'il a forcément besoin de la comprendre. Il a la responsabilité que les acteurs qui sont susceptibles de traiter la tension et de proposer des next steps se soient bien exprimés et qu'ils aient eu la possibilité équitable de s'exprimer. Et par contre, il a cet aspect autoritaire dans le fait de recadrer hein, quand les débats débordent, quand des personnes ne respectent pas les règles, et il doit être respecté en tant que tel. Notre secrétaire, lui, son boulot, c'est de maintenir les registres du cercle, c'est-à-dire là où on a matérialisé les fiches de rôle, les types de rôles, les associations rôle-individu. C'est lui qui offre en permanence une vue complète de tout la gouvernance, y compris les comptes rendus avec les indicateurs de contrôle de façon hebdomadaire, hein, le relevé des indicateurs de contrôle, un petit peu le relevé des tensions qu'il y a pu y avoir. C'est lui qui a la responsabilité d'organiser les réunions. Alors la réunion de triage, elle est hebdomadaire, donc finalement c'est assez naturel. Par contre, la réunion de gouvernance, on va voir, la fréquence peut varier. Non, c'est entre 3 et 6 mois, hein, souvent, une réunion de gouvernance, sauf si c'est nécessaire parce qu'il y a un vrai problème structurel dans le cercle. Mais dans ces cas-là, on verra qu'il faut qu'elle soit préparée et que les tensions en triage, elles vont être évoquées, elles vont être proposées en séance. En gouvernance, elles devront être anticipées et il va falloir un travail de préparation à la fois du secrétaire, à la fois des personnes, des rôles qui sont dans le cercle. Et donc il a cette responsabilité aussi d'interprétation de la gouvernance il statue sur les questions de processus, de procédure et sur l'autorité avec le facilitateur. Donc, je l'ai un peu dit, mais il y a au moins... Alors il peut y en avoir plus, hein, il y a certaines variantes de l'holacratie dans lesquelles il peut y avoir plus que 2 réunions, mais il en faut au moins 2. La première, c'est la réunion qu'on fait de façon hebdomadaire, c'est la réunion opérationnelle, qu'on va nommer réunion de triage, dans laquelle on va devoir se synchroniser en permanence et traiter les tensions. Et déterminer les next steps qui permettent de répondre, de résoudre au mieux, mais de répondre aux tensions des rôles au sein du cercle. La deuxième, c'est la réunion de gouvernance. Alors j'ai mis trimestriel, mais ça peut être plus si effectivement les choses roulent, ou moins si elles roulent carrément pas bien. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on rate les premières étapes de l'holacratie qu'il faut s'arrêter. Et c'est souvent un des problèmes, il y a beaucoup de directions ou d'entités ou d'entreprises qui se sont lancées dans l'holacratie, qui reviennent en arrière parce que déjà il faut respecter un certain formalisme et un certain processus, et pour ça il faut comprendre, et pour ça il faut peut-être une maturité sur l'agilité. Mais au-delà de ça, ils se disent on a mal défini nos rôles et c'est dramatique. Non, c'est pas dramatique. Il faut simplement aller dans l'autre partie
de l'aspect adaptatif de l'holacratie, de se dire je vais remettre en cause mes rôles et les redevabilités, et potentiellement je vais en enlever, en supprimer, en ajouter, enfin voilà, il faut aller jusqu'au bout du bout de la démarche agile proposée par l'holacratie. Donc, la réunion de gouvernance, on y clarifie la mise en œuvre de la raison d'être, c'est-à-dire on s'assure que les rôles et redevabilités sont bien alignés avec la raison d'être. On détermine ce qu'on doit faire en plus, ce qu'on doit faire en moins, les potentiels rôles supplémentaires ou les rôles qui sont en trop, les redevabilités qui sont peut-être plus à jour. Et puis, c'est la caution d'agilité de l'holacratie, la réunion de gouvernance. Donc, il ne faut pas se dire qu'on met juste en place la réunion de triage et le formalisme de la réunion de triage, ça ne suffit pas. Il faut effectivement cette réunion de gouvernance parce que justement, on peut très bien, lors de la mise en œuvre du cercle d'holacratie, d'un cercle, ne pas avoir réussi à définir correctement les rôles. Et au bout de quelques exercices de réunion de triage, on s'en rend compte et on adapte. Donc ne pas aussi hésiter à peut-être à provoquer une réunion de gouvernance peut-être un peu plus tôt si jamais on sent que ça part vraiment pas bien. Alors la réunion de triage, qu'est-ce qu'elle nous propose? Je le dis de façon explicite, mais toutes les réunions doivent être préparées. Et celle-ci, autant que les autres. C'est pas parce qu'elle est hebdomadaire qu'il ne faut pas la préparer. On va voir qu'il faut savoir les tensions qu'on veut y exposer, et puis avoir préparé un petit peu ces indicateurs de contrôle. Donc, comment ça commence? Un des éléments intéressants qui est proposé, c'est ce qu'on appelle le tour d'inclusion. Et ce tour d'inclusion, on le voit dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'entités, il est mis en place parce que peut-être ils se sont essayés à un mode de gouvernance holacratique, et puis ils en sont peut-être ressortis, mais ils ont gardé deux, trois choses. Souvent, on voit le tour d'inclusion, et puis une partie de la démarche par consentement et la volonté de travailler au consensus, malgré tout. À quoi sert ce tour d'inclusion? Parce que par contre, il est souvent mal compris. On a l'impression qu'on va parler de son week-end, de son machin. Non, en fait, l'objectif, c'est qu'on l'a dit, on fait une distinction entre l'individu et le rôle. Et donc, ce tour d'inclusion, il a deux responsabilités, deux motivations, on va dire, de mise en œuvre. La première, c'est de détecter quand une personne ne va pas bien, qu'elle n'est pas dans un état d'esprit qui va lui permettre de respecter le formalisme et l'implication et la responsabilité qu'on a d'être un rôle au sein d'un cercle lors d'une réunion. Il va pas bien, et c'est la semaine où il va pas bien. Donc finalement, le tour d'inclusion, il va pouvoir en un mot, ou peut-être de façon plus structurée, dire je ne vais pas bien et je ne vais donc pas être un acteur efficace pendant cette réunion. Il faudra donc lui fiche la paix. Et l'autre responsabilité, c'est que c'est le dernier moment où on s'exprime en tant qu'individu. Après, on va s'exprimer en tant que rôle. Et dans une réunion de triage, encore plus que dans les autres, on ne doit pas pointer du doigt les individus. On peut pointer du doigt un rôle, mais du coup, on vient utiliser ce filtre qui permet d'éviter l'agression personnelle et l'agression individuelle, mais peut-être effectivement se dire, c'est pas à toi que j'en ai, c'est au rôle. Et peut-être que finalement, c'est la personne n'en pense pas moins. La personne qui porte le rôle, elle est peut-être complètement alignée au fait que le rôle n'est pas adapté ou qu'il y a quelque chose à faire. Donc, ce premier effort de séparation entre le rôle et l'individu, eh ben, il est très important. Donc, une fois qu'on a fait ce tour d'inclusion, il va falloir effectivement aller sur ce fameux relevé des indicateurs. Donc, toutes les personnes devront avoir bien préparé leur réunion et finalement donner une évaluation, oui ou non, sur les questions fermées, une valeur sur des indicateurs. Alors ces indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment quelque chose à réfléchir pour que ce soit représentatif du bon fonctionnement de l'organisation et du cercle de gouvernance qui a proposé l'alignement stratégique avec cette organisation. Donc là, je vais même pas essayer de vous donner des exemples parce que c'est vraiment spécifique à ce qu'on veut gouverner. Par contre, pourquoi on fait ça? Parce que du coup, en fonction des notes qu'on va voir, on s'attend, et le secrétaire et le facilitateur s'attendent à voir surgir des tensions. Dès qu'ils vont voir des notes qui sont pas bonnes, ils vont ou des questions fermées qui sont répondues de façon négative, ils vont s'attendre à voir des tensions. Donc l'étape juste derrière, ça va être d'abord de donner un temps à chacun des rôles pour exprimer un petit peu leurs avancements. Là aussi, ça va permettre potentiellement de détecter des tensions. Et finalement, il y a dans certains cas, l'énoncé
des avancements des rôles va potentiellement, et c'est pour ça qu'on ne prépare pas forcément ces tensions et qu'on s'interdit et qu'on fait cette capture des tensions et de l'ordre du jour pendant l'instance, parce qu'il peut en apparaître au regard de la présentation des avancements des uns et des autres. Par contre, il faut la limiter dans le temps. Donc là, il va falloir faire du timekeeping strict pour le tour de parole de chacun des rôles. Il faut quand même effectivement que tous les rôles s'expriment. Et c'est pour ça qu'un cercle ne doit pas non plus être absolument gigantesque, parce que sinon on aurait... ou alors il faut adapter le temps de la réunion de triage à la dimension du cercle. Une fois que ce tour de parole est fait, et on va faire la construction de l'ordre du jour. On va venir récupérer pour chaque rôle là où les tensions qu'il peut avoir. Alors souvent on a l'habitude d'utiliser un mot pour exprimer la tension, pour que le secrétaire puisse rapidement et le facilitateur puisse rapidement lister les tensions qui vont être traitées pendant le tour de triage. Et donc, si potentiellement des personnes ont plusieurs tensions, on va faire on va traiter tour par tour une tension par rôle qui émet une tension, et puis après on passe aux deuxièmes tensions et potentiellement aux troisièmes tensions des personnes. Donc on ne traite jamais toutes les tensions d'un rôle. On va faire une tension par rôle, puis les deuxièmes, puis les troisièmes, puis et ainsi de suite. Et maintenant, on va faire le processus de triage en lui-même. Et ce processus de triage, donc on l'a vu, hein, une tension pour chaque rôle, puis deuxième et troisième, et ainsi de suite. Temps limité par tension, c'est pareil, là il va falloir du timekeeping. Et comment ça se passe? À chaque tension, le facilitateur va poser la question « De quoi as-tu besoin ?» Quelle est ta tension? De quoi as-tu besoin? Le porteur de la tension va exprimer son besoin, décrire sa tension. Il est potentiellement possible, il est même nécessaire de mon point de vue d'avoir un tour de clarification pour s'assurer que tout le monde a bien compris la problématique de la tension. Et quand on pose une question sur de la clarification, on ne donne pas son avis. On est uniquement sur des questions qui ont pour objectif de garantir qu'on a bien compris la tension du rôle. Ensuite, le facilitateur va demander si effectivement cette tension est une tension vis-à-vis d'un rôle, et est-ce qu'il y a un rôle qui peut participer à la résolution de sa tension. Donc si effectivement il y a quelqu'un qui est pointé, la personne va lui faire des propositions, elle va lui apporter un potentiel next step. Ensuite, le facilitateur va demander quel est le prochain pas concret que tu as à proposer. C'est-à-dire au regard de tout ce que les autres personnes peuvent proposer. Hein. Donc il va quand même effectivement falloir canaliser et timekeeper tout ça. Mais effectivement, derrière, la personne va collecter ce qui potentiellement peut construire un next step, ou pas. Hein. Ou pas, potentiellement, la tension peut très bien ne pas être levée. Et puis effectivement, si un next step est trouvé, il va être noté et mis au registre. Et puis, du coup, le facilitateur va s'assurer que le rôle qui a émis la tension on a bien répondu à sa tension. Et il va effectivement aussi, potentiellement, réouvrir la possibilité que la résolution de cette tension puisse fabriquer une tension sur des autres rôles. Alors, pour finir, on a fait un tour d'inclusion, on fait un tour de clôture. On a pour objectif cette fois-ci, non pas de détecter le fait que quelqu'un va pas bien et puis de faire cette séparation rôle-individu, on a pour objectif de mesurer si les gens considèrent que cette réunion leur a apporté quelque chose. Donc là, chaque personne, de façon assez libre, va dire son état d'esprit par rapport à ce qui s'est passé lors de cette réunion. Je voulais juste recentrer un tout petit peu aussi sur les besoins. Quand on a une tension, quels sont les types de besoins qu'on attend pour résoudre la tension? Ça peut être consultatif, avoir une information qu'on n'a pas eue et qui est potentiellement détenue par un autre rôle. Comprendre, c'est-à-dire il y a eu une information qui est passée mais on ne la comprend pas et potentiellement on a peur que ça ait un impact sur ses redevabilités. Donc on peut créer une tension d'explication. L'objectif de se synchroniser, on est finalement encore autonome mais on se dit tiens attention il y a un truc, je ne sais pas si ça va m'impacter ou pas, et on préfère effectivement lors de la réunion de triage de s'assurer qu'on est toujours en synchronisation. Demander des ressources, potentiellement l'attention, c'est parce qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose, il nous manque une compétence dans un cercle, il y a une problématique d'autorité vis-à-vis d'un sujet, et ou une problématique purement financière, et ou de moyens ou d'adéquation de moyens. Et puis, un peu comme se synchroniser, se coordonner, c'est-à-dire il y a plusieurs rôles qui doivent prendre une décision. La prise de décision, elle se fait en collectif, en intelligence collective, et la coordination se fait dans la réunion de triage. Ça n'interdit pas
qu'un problème puisse être effectivement réglé en dehors de la réunion de triage, hein. Tout l'intérêt de le faire dans une réunion de triage, c'est le partage vis-à-vis du cercle. Dès que c'est quelque chose qui n'engage que les deux rôles entre eux et que finalement qui est dans la vie courante de ces deux rôles, que ce soit fait en réunion de triage, c'est une perte de temps. Par contre, dès l'instant où ça a un sens à partager collectivement, ça doit se faire lors de la réunion de triage. Maintenant, je reviens sur ce fameux principe de la gestion par consentement. On entend parler de GPC ou de PDI, hein, de prise de décision par intégration. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je vais le regarder dans le cadre justement de l'holacratie et avec notre notion de cercle et de rôle sous tension. Imaginons effectivement, alors c'est utilisé cette fois-ci dans la réunion de gouvernance, parce que l'objectif en réunion de gouvernance, c'est que là où en triage, on ne cherche que des next steps, en gouvernance, on doit ressortir avec une version opérationnelle ou considérée comme telle de la gouvernance. Donc il faut aller jusqu'au bout de la construction par consensus collectif d'une vision partagée de l'organisation. Donc une personne qui se dit, il y a un cercle, il y a des redevabilités que je ne comprends pas, il y a un rôle qui, pour moi, n'est plus nécessaire, elle va exprimer ce qu'on appelle une tension de gouvernance. Et cette tension, il va donc faire une proposition. Je l'ai dit tout à l'heure, cette proposition, elle doit être préparée avant de rentrer en tension de gouvernance et on ne traitera que des tensions qui ont été préparées. Parce qu'il y a un travail de formalisme, il y a un travail et là où par contre dans une tension d'opérationnel on n'a pas l'obligation de venir avec la solution et même il y a des moments où on ne peut pas, quand on vient avec une tension de gouvernance, on vient avec une proposition de réponse à cette tension de gouvernance. Donc il y a l'expression de cette proposition. Ensuite, il va y avoir ce fameux tour de clarification. Encore une fois, on ne donne pas son avis, on s'assure de bien avoir compris la proposition formulée dans la tension de gouvernance et un tour d'expression. Là, chaque personne qui veut s'exprimer sur le sujet va s'exprimer, va donner son avis. Voilà. Et il ne donne qu'un avis, d'accord? Chacun doit s'arrêter à un avis et ainsi de suite et essayer d'être le plus synthétique possible. Ce qui va permettre à la personne qui a fait la proposition, soit d'adopter, puisqu'effectivement les expressions ont démontré, bah oui, t'as raison, voilà, bah là le consentement il a été atteint à la première itération, soit la personne va devoir proposer une reformulation en essayant d'être dans une démarche de consensus. Ce consensus peut être atteint, dans ces cas-là, effectivement, eh ben, on va adopter la proposition, ou alors potentiellement, finalement, il va y avoir un tour d'objection qui démontre que la proposition, elle n'est pas acceptée, et que la personne qui avait cette tension, elle va comprendre que effectivement, c'est pas acceptable en l'état, et dans ce cas-là, elle va la refuser. Soit effectivement, c'est encore un problème de formulation, ou de clarification, ou de précision du périmètre. Dans ces cas-là, on tourne, expression, reformulation, objection, jusqu'à obtenir le résultat sur la définition du cadre de gouvernance du cercle holacratique. C'est ce qu'on appelle la prise de décision par intégration, donc là, cet aspect itératif, ou gestion par consentement collectif. Donc, la réunion de gouvernance, maintenant qu'on a vu ce principe de GPC, effectivement, elle va reprendre le principe du processus par consentement qu'on vient de décrire. Elle va reprendre les principes de tour d'inclusion et de tour de clôture de la réunion de triage. Elle doit être anticipée, c'est-à-dire au-delà même d'être préparée, elle doit être anticipée. Il faut réfléchir à ses propositions. Elle doit être anticipée par le secrétaire avec une invitation explicite et la responsabilité du secrétaire de la collecte préalable de l'ensemble des tensions de gouvernance. Pardon. Et donc, effectivement, une fois que ça c'est fait, donc on a un cadre, on va avoir comme but de clarifier les rôles, les périmètres et les redevabilités des rôles, et tout ce qui est inhérent au fonctionnement et à l'organisation du cercle sur lequel on est en gouvernance holacratique. Les défis qu'on a à répondre, à résoudre, c'est de s'assurer qu'on focalise bien les énergies sur l'objectif stratégique, sur la raison d'être de l'équipe, que les rôles sont bien au profit et que l'objectif d'une proposition doit bien être de réaligner vers la raison d'être si ce n'est pas le cas. Et puis potentiellement, la raison d'être, elle peut changer. Donc potentiellement, on peut très bien dans une réunion de gouvernance, dans une dimension stratégique de la réunion de gouvernance, il y a même des réunions supplémentaires pour traiter de l'aspect stratégique, on peut avoir à travailler sur la raison d'être. Dans beaucoup de cercles, on fait des réunions spécifiques sur dès qu'on touche à la raison d'être.
réguler les modes de fonctionnement de l'équipe. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien que les rôles soient clairs, que les redevabilités qui servent à rien soient supprimées ou qui sont devenues indispensables soient ajoutées, et que tout le monde ressorte de cette réunion en étant très clair sur ce qu'il a à faire pour pouvoir retourner en autonomie. Et donc elle suit des principes agiles et humains, donc on doit être pragmatique. Les décisions, on doit les envisager comme révocables à la prochaine itération d'une réunion de gouvernance. Donc on ne doit pas avoir peur de l'organisation parce qu'elle est adaptable, parce qu'elle peut être remise en cause. Et donc on est dans une approche systématiquement collégiale et systématiquement produite par le consensus. Alors, forcément, il y a des risques et il y a des difficultés. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait marche arrière, il y a beaucoup de gens qui considèrent que le modèle n'est pas forcément pertinent, mais on va essayer de comprendre pourquoi, et moi je ne le partage pas. Moi je considère que c'est un modèle qui effectivement euh, est dans une dynamique agile et probablement nécessaire pour pouvoir aller au bout de la promesse agile. Par contre, on va voir les risques et les difficultés. La première chose, c'est la complexité de mise en œuvre. Il faut savoir prendre le temps nécessaire pour mettre en place un cercle holacratique et les réunions et commencer à mettre en œuvre et maintenir dans la durée et se forcer à respecter dans la durée les règles et les principes qui sont fixés dans le cadre holacratique ou dans les dérivés de la méthode qui est en place dans l'entreprise. La résistance au changement est probablement l'un des plus gros écueils. Malheureusement, effectivement, c'est strictement impossible dans des grosses structures de prendre les gens qui étaient responsables hiérarchiques, positionnés avec un niveau hiérarchique, avec la classification, la rémunération qui va bien, de leur expliquer qu'ils ne vont être finalement que partie prenante d'une structure de gouvernance plus globale. Donc dans une entreprise dans laquelle il y a un gros vécu, un gros passif de gouvernance hiérarchique, ça va être extrêmement difficile de faire bouger les frontières. Et c'est pour ça qu'il est plus raisonnable dans ce genre de cas de s'assurer que les personnes qui étaient à un positionnement hiérarchique donné soient présentes dans les cercles, en ne s'interdisant pas par contre de faire rentrer des gens supplémentaires, d'augmenter la valeur, la capacité d'intelligence collective, mais effectivement les cercles doivent être quand même relativement mimiqués sur la structure organique de l'entreprise. Mais ça n'interdit pas quand même de la mettre en œuvre pour gagner un certain nombre des bénéfices, au moins sur la capacité à recevoir l'intelligence collective. Le risque de confusion. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut faire, qui est pas un problème gravissime. Hein. Ça veut dire qu'il faut, quand on met en place son cercle, il faut faire attention à la multiplication des rôles, à la multiplication des cercles, bien cibler les rôles et bien cibler les cercles, et donc bien réfléchir à pourquoi on met en place cette gouvernance. Le coût de formation. Alors, est-ce que c'est vraiment un coût énorme? Non. Pour moi, c'est quelque chose. Je devais le citer parce qu'effectivement, il faut. Ça rentre dans la formation de l'agilité. C'est un cadre de formation supplémentaire sur les principes d'agilité dans le cadre de la gouvernance. Mais est-ce qu'il est plus important que les autres aspects de la formation sur l'agilité? Probablement pas. J'aurais même envie de dire de façon presque assurée non. Mais effectivement, il faut se dire que pour la mettre en œuvre, il va y avoir la construction, l'explication, et forcément, ça prend du temps. Et si on est en flux tendu sur l'activité, ça peut potentiellement être problématique. L'adaptation à la taille de l'entreprise. Alors effectivement, on voit souvent de se dire que ça ne marche pas sur des petites structures parce que c'est trop lourd et que ça ne marche pas sur des grandes structures. Mais finalement, peut-être que ça ne marche pas sur les grandes structures parce qu'elles ont un passif. Ces grandes structures, elles sont pas nées de la veille, de la cuisse de Jupiter et de la veille. Et du coup, elles ont énormément d'expérimentation, d'expérience et de culture sur une démarche hiérarchique. Et du coup, la capacité à le proposer dans ces grosses structures est complexe. Alors, je vais conclure. Et pour moi, il y a trois aspects sur lesquels je voulais faire ma conclusion. Vous l'avez bien compris, moi je suis plutôt un partisan des systèmes de gouvernance holacratique, parce que je considère que c'est la quintessence de l'agilité. C'est comment proposer un modèle de gouvernance qui soit en adéquation avec les enjeux d'agilité qu'on veut mettre en place à la fois dans les projets, dans les méthodes agiles, mais dans la définition de l'agilité globale dans une entreprise. Alors, l'holacratie, pour moi, c'est une approche extrêmement innovante pour proposer des modèles plus efficaces,
plus adaptable de gouvernance dans les entreprises. Ce qui est caché derrière, et j'ai voulu formuler ça systématiquement comme une question, peut-être qu'elle est encore plus indispensable là où c'est difficile à mettre en place. Là où c'est difficile à mettre en place, c'est probablement parce que l'histoire est ancrée. Et que cette histoire, si on ne fait pas attention, elle fabrique de la croyance invalidante, elle fabrique des mauvaises pratiques, elle fabrique de la dérive hiérarchique, et au final, c'est peut-être encore plus important de mettre en place une structure holacratique dans les entreprises où ce gangrénage est rentré profondément. Elle favorise l'agilité et l'autonomie. Par contre, effectivement, elle va demander un engagement très fort. Il faut que la structure hiérarchique et la structure autoritaire s'adaptent pour être plus sur une structure de leadership, de coaching, de lead pour le coup. Et il y a une vraie adaptation culturelle, mais elle est aussi vraie pour les acteurs, hein, les personnes qui sont plus, qui restent plus passifs dans une structure, dans une organisation, parce qu'il faut qu'ils passent d'un modèle injonctif à un modèle préemptif, à une construction de l'autonomie. Et quand une entreprise a passé beaucoup de temps à être directive et injonctive, les personnes ont pris un pli qui va être difficile à faire changer. Et donc la question qui est cachée derrière, peut-être que c'est un des rares moyens de créer de l'engagement fort, de démontrer que même la structure dirigeante est ouverte à ce changement de mindset, à ce changement de façon de travailler. On ne peut pas demander à des gens dans une équipe de venir de plus en plus vers l'agilité, l'autonomie, de se reskiller, parce que c'est du terme qu'on entend dans l'entreprise, de monter en compétences, de s'adapter, sans que l'entreprise par elle-même et les dirigeants de cette entreprise ne démontrent la volonté, eux aussi, d'aller sur des principes qui sont plus adaptatifs. Et enfin, le dernier point, et ça va être ma conclusion, le succès d'une démarche de mise en place d'une organisation et d'une gouvernance holacratique, c'est la capacité de l'organisation à gérer de la transition et à maintenir de la clarté dans ses processus. Ça passe par le feedback, ça passe par la transparence, ça passe par un certain nombre de choses qui sont pas forcément naturelles chez certaines personnes, qui sont encore plus compliquées quand elles sont refermées dans des cercles d'influence, et il faut essayer de sortir de ces cercles d'influence. La question qui est cachée derrière, c'est que peut-être qu'à l'instar d'une démocratie et d'un système qui est effectivement que j'espère tout le monde respecte, mais que tout le monde doit considérer comme difficile à mettre et à maintenir, à mettre en place et à maintenir, et qui nécessite extrêmement fortement de l'intelligence et de la volonté. Et dans notre société actuelle, où on doit se battre pour continuer à faire respecter le principe démocratique, à expliquer, à démontrer l'intérêt d'une démocratie, peut-être que l'entreprise a une responsabilité sociale, un enjeu, un acte RSE, que de promulguer ce genre de gouvernance, parce que c'est aussi une démonstration qu'il s'intègre dans un maillage, dans un écosystème démocratique. Donc voilà, je voulais vous faire... alors on est loin de l'open source, je suis d'accord, hein, mais je pense que l'open source et l'agilité, c'est des concepts qui sont extrêmement liés, qu'il y a beaucoup de projets open source qui sont gérés avec des principes holacratiques, parce que le principe démocratique complet est difficile, dans le cadre, y compris dans le cadre de l'entreprise, mais aussi dans le cadre de structures de maintien d'un projet open source. Donc mon objectif, c'était effectivement de faire ce petit sujet sur l'holacratie. Et je voulais finir pour un petit peu revenir sur les enjeux de la chaîne Ultragrain. Et je vous souhaite une bonne journée.